Bonjour, je m'appelle Jocelyn Benoît, je suis professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et je travaille en philosophie à l'UMR 8103, unité mixte de recherche entre l'Université Paris 1 et le CNRS, donc qui s'appelle aussi Institut des sciences philosophiques et juridiques de la Sorbonne. Alors j'ai travaillé dans beaucoup de domaines différents. J'ai commencé en histoire de la philosophie, sur l'histoire des deux grandes traditions philosophiques du XXe siècle, la phénoménologie et la philosophie analytique. Puis je me suis orienté surtout dans des travaux du côté de la philosophie du langage. Et puis plus récemment, mon travail relève de ce qu'on appelle traditionnellement métaphysique. Alors il y a un fil rouge qui traverse l'ensemble des travaux que j'ai pu réaliser dans ces différents domaines, c'est la question du réalisme. Au fond, être réaliste, c'est réfléchir sur le fait qu'il n'y a pas de pensée indépendamment de rapports multiples, variés à la réalité, et de façon de faire jouer notre appartenance à la réalité, de mettre en jeu la façon que nous avons d'appartenir à la réalité. L'enjeu de réfléchir sur le réalisme, c'est d'abord, je dirais, un enjeu critique et thérapeutique. Il y a essentiellement une motivation qui consiste à éviter de tomber dans un certain nombre de pièges, un certain nombre d'illusions que la pensée peut se faire sur elle-même. Toute posture qui consisterait à s'imaginer que la pensée est toute puissante et peut se déployer dans l'ignorance de la réalité. Donc il s'agit de reconduire la pensée à ses conditions, de s'interroger concrètement sur les conditions sous lesquelles elle peut être possible et avoir un sens. Je pourrais dire que le terrain, c'est les textes, mais ça serait évidemment une dérobade. De plus qu'être réaliste, c'est penser qu'il n'y a pas que les textes, mais que ce qui est fondamental, c'est le rapport des discours avec la réalité. Alors je dirais que ce qui tient office de terrain, c'est probablement l'intérêt qu'on peut porter pour d'autres discours, des discours qui ne sont pas ceux de la philosophie. D'abord, les discours qui sont ceux de l'ordinaire, les façons ordinaires que nous avons tous de parler. Alors ça suppose un intérêt pour les façons de dire. C'est pas seulement dans le dictionnaire que ça se joue, ça passe aussi par une écoute de la parole des gens, et puis aussi, bien sûr, un intérêt pour les formes de parole plus sophistiquées, encodées dans des disciplines, un intérêt pour les autres disciplines. Beaucoup de choses me plaisent dans l'activité de philosophe et la recherche philosophique. Je pense qu'il y a deux choses qui peuvent être contradictoires, qui me tiennent à cœur dans la recherche. C'est la discussion et la façon dont dans la discussion des choses émergent qu'on n'aurait pas pu anticiper, un certain aspect du travail collectif, ces moments de grâce où par l'échange, une idée va s'imposer, une idée va surgir qui n'était pas déjà là, dont on n'aurait pas pu avoir idée. Et puis inversement, les moments de retrait, ces moments qui ne peuvent être que solitaires, dans lesquels on essaie de mettre quelque chose au point, et dans le travail difficile de précision, d'analyse des concepts, la chose s'affine progressivement, quelque chose prend forme. Je ne sais pas si j'ai un message à adresser, mais ce que je voudrais dire, c'est toute la joie que j'ai eue ces dernières années de travailler avec mes collègues, beaucoup de collègues, notamment, mais pas seulement des jeunes collègues, et le point auquel je pense que dans notre laboratoire, mais au-delà, à Paris 1, dans l'UFR de philosophie, il y a vraiment un groupe extraordinairement tonique, et ça donne de la force et du courage et de l'envie de continuer à faire de la philosophie. Donc je voudrais vraiment les remercier et leur dire le point auquel je leur suis attaché, et c'est vraiment important pour moi, toutes ces coopérations.